On est le 15 janvier 1989 à l'Isle-sur-la-Sorgue. Une petite ville située ici, tout près d'Avignon. Peu avant midi, deux individus cagoulés et armés pénètrent dans le crédit agricole de la ville. C'est un hold-up, que personne ne bouge. La scène est digne d'un film d'action. Pendant que l'un des bandits braque un pistolet sur le guichetier, l'autre s'empresse de ramasser l'argent. Les deux compères ne parlent quasiment pas par peur de dévoiler leur identité. Sans diplôme ni travail fixe, ces deux-là font partie d'un gang qui enchaîne les dettes et les galères. Alors ce matin, c'est décidé, l'argent, elles iront le chercher elles-mêmes. Attendez, stop. Vous pensiez qu'on parlait de mecs, de braqueurs. Eh ben non, cette histoire méconnue, mais pas moins passionnante, c'est le récit de 5 Françaises qui ont décidé de défier la loi en braquant des banques pour mettre du beurre dans les épinards et faire face aux fins de mois difficiles. Puisque c'est l'été, je fais un petit pas de côté à ma ligne édito, très actualité et politique d'habitude, en vous racontant ce true crime qui nous en dit aussi beaucoup sur la France des années 80. Aujourd'hui, je vous raconte la véritable histoire du gang des Amazones. Tout commence à la fin des années 80. Une période un peu bizarre pour la France. En fait, le pays est un peu schizophrène. D'un côté, on a une société de consommation qui explose. Consommer est le symbole du succès, l'argent devient une valeur suprême et l'objectif ultime, c'est un peu d'être un self-made man. Gravir les échelons grâce à son propre travail, sans héritage ni soutien extérieur. Pour ça, l'argent pour moi est un facteur extraordinaire et qui doit être le facteur qui m'anime. Puisque ma fonction première, c'est de gagner. Je ne peux pas être désintéressé. Et vous gagnez combien, par exemple? Vous servez combien? Beaucoup. Mais à côté de cette richesse flamboyante, la pauvreté en France explose. En 1979, le deuxième choc pétrolier fait couler l'économie française, les prix augmentent et le chômage monte en flèche. De 5% au début des années 80, il atteint les 10% en 1993. Le marché du travail se précarise et de nouveaux types de contrats comme l'intérim ou les CDD, les contrats à durée déterminée, se multiplient. Alors que la première ministre britannique Margaret Thatcher et le président américain Ronald Reagan font régner l'ultralibéralisme dans leurs pays respectifs, Government is not the solution to our problem. Government is the problem. En France, la victoire du candidat socialiste François Mitterrand à l'élection présidentielle de 1981 donne l'espoir de politiques plus redistributives. Mais l'économie continue de ralentir et la crise économique de s'installer. Alors, pour tenter de la relancer, le gouvernement français va mettre en place ce qu'on va appeler le tournant de la rigueur. Dans la lignée des mots de Reagan, le gouvernement français réduit ses dépenses en coupant dans le chômage ou les retraites, par exemple. C'est un peu la dèche. Et cette politique du Premier ministre de l'époque, Pierre Mauroy, va avoir un double effet. Plus de fric pour les uns, mais plus de précarité pour les autres. C'est vraiment une France à deux vitesses qui s'installe. La France de ceux qui ont des résidences secondaires avec piscine pour passer l'été, et la France de ceux dont la vie est rythmée par les relances pour loyers impayés. Dans le sud de la France, 5 copines vivent cette réalité des fins de mois impossibles à boucler. Hélène, Carole, Laurence, Malika et sa petite sœur, Cathy, sont dans leur vingtaine et vivent dans l'une des communes les plus chics de Provence, l'Isle-sur-la-Sorgue. L'été, les familles aisées débarquent dans les hôtels de luxe pour profiter des bons restaurants et des soirées mondaines. Mais pour Cathy, Malika, Hélène, Carole et Laurence, quelle que soit la saison, c'est la galère. Elles enchaînent les petits boulots précaires et ont du mal à joindre les deux bouts. Elles croulent sous les dettes, sortent pour certaines d'un divorce. Et pour Laurence et Hélène, c'est encore plus dur. Elles sont mères célibataires et doivent élever seules leurs enfants sans aide financière du père. Un jour de janvier 1989, alors qu'Hélène rentre tranquillement chez elle, dans la boîte aux lettres de son bâtiment HLM, un courrier l'attend. Il vient de la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une institution de la sécurité sociale qui gère les aides financières apportées par l'État aux familles. La boule au ventre, Hélène ouvre le papier et elle lit « Trop perçu d'allocation familiale ». La jeune femme ne comprend pas. Elle percevait jusque-là l'allocation parent isolé, soit 9 000 francs par mois, ce qui ferait à peu près 2 500 € avec l'inflation aujourd'hui, sauf que c'était plus que ce qu'elle aurait dû toucher. Résultat, pour rembourser ce trop perçu, elle va désormais toucher 31 francs par mois. 31 francs, soit moins de 10 €. Hélène passe donc d'un équivalent de 2 500 € d'aide par mois à 10 €. Pour Hélène, qui n'a pas de taf et qui galère déjà à nourrir correctement ses 3 gamins, c'est la goutte de trop. Elle est désespérée et en parle à ses 4 copines. Ensemble, elles cherchent des solutions jusqu'au moment où elles évoquent, en riant, les quelques options qu'elles ont pour gagner de l'argent. Pour se faire de l'argent, il y a plusieurs moyens. Et on n'était pas aptes, parce que bon, se prostituer, quoi qu'on ait rien contre ces femmes-là, parce qu'elles ont pas mal de courage, on ne s'en sentait pas capable. La drogue, ayant des petits,
Je ne me sentais pas capable non plus. Tout ce qui est agression sur les personnes âgées ou vol à l'arraché, c'est des gens comme nous, sans sous. Alors on a pensé de suite aux banques. L'idée est lancée et elle ne sort plus de leur tête. De toute façon, les 5 copines n'ont plus rien à perdre. 15 janvier 1989, peu avant midi. Après une nuit pleine de doutes, le plan des 5 amis devient concret. Dans la voiture en direction du Crédit Agricole de l'Isle-sur-la-Sorgue, le cœur des futures braqueuses bat à 1000 à l'heure. Cette voiture, elles l'ont volée la veille et elles ont convaincu Gilbert, le petit ami de Cathy, de conduire. Cathy et Hélène sont les seules de la bande à participer à ce premier casse. Alors, leur mode opératoire est pas vraiment structuré, mais pour se protéger, elles ont quand même prévu une couverture, se faire passer pour des hommes. Elles enfilent des vêtements de mecs, fourrent des journaux dans leurs habits pour avoir l'air plus grosses. Elles essaient même de changer leur démarche, de la rendre plus masculine. Bon, le seul problème, c'est leur voix toute fluette. Pour essayer de la rendre plus grave, Hélène et Cathy ont fumé toute la nuit, mais c'est loin d'être assez. Alors, elles se sont mises d'accord. Elles ne parleront que pour dire le strict nécessaire. Pour intimider les clients et les employés, Gilbert leur prête un pistolet et un fusil à canon scié. Mais pas question de les charger. Tout ça, c'est de la mise en scène. Arrivées devant le Crédit Agricole, Hélène et Cathy enfilent une cagoule et poussent la porte de la banque, arme à la main. Gilbert, lui, attend dehors. La gorge d'Hélène se serre sous l'effet de l'adrénaline. Elle a même un petit moment d'hésitation quand elle se retrouve bloquée par un grand guichetier. Coincée entre un bureau et le mur, elle n'arrive pas à passer. Elle finit par lui braquer l'arme dessus pour qu'il se décale du bureau contenant le butin, ce qu'il finit par faire. Elle récupère l'argent et avec sa complice, s'enfuit dans la voiture. À peine arrivée, déjà repartie, dans la voiture, la tension redescend et se transforme en euphorie. Le premier hold-up est un succès, 116 000 francs, l'équivalent de 24 000 euros. Cathy est folle de joie. Alors ensuite, on est rentré à la maison et puis je me suis jetée sur le lit. J'ai vidé le sac sur moi. J'ai envoyé les billets en l'air. C'était super. Je disais, on est riches. Et il y en avait plein. Il y en avait plein. Juste après le braquage, Cathy va boire un café en face du Crédit Agricole où les policiers et les témoins sont amassés. C'est le parfait alibi et en plus, ça lui permet d'espionner le début de l'enquête. Elle entend des témoignages qui la rassurent, elle est décrite par les témoins comme un mec plutôt mince. Et en même temps, les clichés jouent en sa faveur. Jamais on n'a vu ou même entendu parler de femmes qui braquent des banques, enfin, encore moins à main armée. Bref, l'argent en poche, il est temps de profiter de ce butin. Alors, direction l'agence de voyage la plus proche pour réserver des vacances haut de gamme. Direction les boutiques de luxe du centre-ville d'Avignon. Eh ben pas exactement. En fait, elle se dirige vers le supermarché du coin. On courait vite à Auchan avec les petits pour pouvoir faire le plein. Alors on était heureuses. Et je me souviens qu'ils couraient tous dans les rayons pour choisir, parce qu'ils avaient tellement été privés avant qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Alors de longue, ils venaient nous demander ça fait pas trop cher et ça fait pas trop cher. Et j'ai été contente de leur dire non, prenez. J'ai l'impression d'être riche, quoi. Malgré la peur et les risques, le sentiment de puissance qui les anime après ce premier braquage est indescriptible. Les 5 femmes savent qu'elles devraient s'arrêter là, se contenter des 116 000 francs qu'elles ont gagnés, mais rien à faire, elles n'arrivent pas à se sortir l'idée d'un nouveau braquage de la tête. Alors les amis s'organisent. Quand les unes vont à la banque, les autres gardent les enfants. Toujours par deux, avec une troisième qui attend dans la voiture pour un départ rapide. 3 minutes par banque, pas une de plus. Gilbert, lui, ne veut plus être de la partie. Bon, de toute façon, les filles trouvent qu'il est trop paniqué et pas assez bon pour la mission. Au fond, ces femmes ne font pas confiance aux hommes. Déçues par des ex-conjoints devenus parfois des pères absents, elles se sentent mieux entre elles. Le gang est donc lancé pour une folle série de braquages dans les banques de la région. En février 1990, elle s'attaque au Crédit Agricole de Caumont. Butin, 24 000 francs. Quelques jours plus tard, elle recommence dans la même agence. Alors cette fois, c'est encore mieux, elles repartent avec 73 000 francs. Elles attendent quelques semaines, puis c'est au tour du Crédit Lyonnais de Cavaillon, où elles volent 30 000 francs. Pour ne pas se faire attraper, elles varient les déguisements et les accessoires qu'elles achètent dans un magasin de farce et attrape du coin. Tout est pensé, organisé. Dans la bande, la sororité, la solidarité féminine règne. On ne se trahit pas, on ne se dénonce pas et on s'aide mutuellement avec les enfants. Petit à petit, les braquages commencent à sérieusement faire parler dans la région. Surtout qu'ils ont lieu dans un périmètre plutôt restreint. Les 5 copines aimeraient regretter, mais elles n'y arrivent pas. Comment dire non désormais aux enfants tout heureux de prendre tout ce qu'ils veulent dans les rayons de supermarché? Comment accepter de revenir au loyer impayé? En fait, seule l'une des 5 femmes hésite. Laurence, qui est l'une des 2 mères du groupe. Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel et elle a vraiment du mal avec l'idée des braquages, dès le premier d'ailleurs.
Elle accepte de s'occuper des enfants, d'aider aux préparatifs, voire de conduire la voiture, mais elle refuse d'aller elle-même dans les banques. En fait, Laurence sent qu'elles vont finir par se brûler les ailes. Quand bien même le pistolet n'est pas chargé, ça me semble important de rappeler, à ce stade de l'histoire, qu'il s'agit là bien d'un vol à main armée. Un acte passible d'1 million de francs d'amende et de 30 ans de réclusion criminelle, voire de la perpétuité. D'ailleurs, Laurence le répète souvent aux autres, mais bon, rien n'y fait. Pourtant, la police ne reste pas les bras croisés. La juge d'instruction est saisie dès le premier braquage, et comme tous les témoins, elle identifie plutôt des hommes. Mais au fur et à mesure des attaques, quand les guichetiers expliquent la manière dont ils ont été agressés, et qu'ils décrivent le physique de leurs assaillants, mince et pas très grand, quelque chose ne colle pas. Les gendarmes commencent à penser qu'il y a peut-être une femme dans le groupe, voire deux. Et ce n'est que le début de leurs ennuis. On est le 18 avril 1990 et c'est le 5e braquage du groupe d'amis. Cette fois, c'est Cathy, Hélène et Laurence qui s'en chargent. Cathy et Hélène entrent dans le Crédit Lyonnais du Pontet. Comme d'habitude, elles s'emparent du butin et courent à la voiture où les attend Laurence. Mais alors qu'elles vont partir, une agente de la banque les arrête pour leur donner une liasse de billets en plus qu'elles ont oubliée. Mais alors que les trois femmes s'enfuient, les billets commencent à dégager une espèce de fumée rouge. Paniquées, elles ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. La fumée commence à sérieusement irriter leurs yeux, leur gorge, leurs poumons, et elle se répand dans la voiture. Cathy hurle à Hélène de lâcher le butin, mais elle n'arrive pas à s'y résoudre. Elles ont besoin de cet argent. Finalement, Hélène n'a pas le choix et jette le sac par la fenêtre. Laurence démarre la voiture en trombe, mais cale 3 fois à cause de la fumée. Pour la première fois, le gang repart bredouille. En fait, l'agente de banque leur a donné des billets piégés. C'est un dispositif de sécurité qui aide à identifier, localiser et neutraliser les braqueurs. En gros, des sachets d'encre ou de petites charges explosives sont cachés dans les liasses de billets. Elles explosent une fois le paquet ouvert et tachent les billets et souvent le voleur avec de l'encre. Tous les membres de la bande ne vivent pas ce premier échec de la même manière. Des tensions apparaissent au sein du groupe, pourtant si soudées au départ. Malika, la sœur de Cathy, est catégorique, elle ne veut plus être de la partie. En fait, cet épisode lui fait comprendre que toute cette histoire pourrait se finir encore plus mal qu'elle se l'imagine. Elle pourrait être blessée physiquement et c'est aussi la vie de Laurence qui reste la moins emballée du groupe. Quand on a eu le coup au Crédit Lyonnais du Pontet, les filles, le lendemain, elles voulaient qu'on aille quelque part. Elles ont dit, obligé, il faut des sous et tout. J'ai dit, non, non, moi j'y vais pas, moi ça va pas et tout. Non, non, ça y est, il faut se calmer en vrai, c'est pas bon. Si on a eu déjà ça, c'est pas bon. Le reste du gang, dont Cathy est un peu la chef, sont dégoûtés d'être partis sans rien et veulent vraiment recommencer. Leur sentiment de puissance les pousse à fermer les yeux sur l'épisode des billets piégés et elles commencent à prendre un peu trop la confiance. Elles prennent de moins en moins de précautions et ne prennent même plus la peine de cacher leur plaque d'immatriculation. Bon, mais tout ça n'aide pas pour autant les gendarmes à retrouver leurs traces. Faut dire que cette affaire ne ressemble à aucune autre. Quand des femmes passent à l'acte, en tout cas à l'époque, on voit souvent des vols dans les rayons de supermarché, des fausses déclarations pour toucher un peu plus d'allocations, des petits boulots non déclarés pour tenir jusqu'à la fin du mois. Enfin, rien à voir avec des braquages de banque. Et puis, l'autre détail qui protège le gang, ce sont les armes. Personne ne sait qu'elles ne sont pas chargées et il est impossible pour beaucoup d'imaginer à l'époque des femmes armées. Bah ouais, on est dans les années 80-90 et les stéréotypes sur la féminité ont la peau dure. La plus grande peur des 5 acolytes, c'est donc pas vraiment la police, mais plutôt des agents de banque qui voudraient jouer les héros. Ça, j'appréhendais souvent, j'en discutais d'ailleurs avec les filles. J'espère qu'on va pas tomber sur un gars qui va essayer de se la jouer à la John Wayne, quoi. Parce que ça arrive. Alors dans des cas comme ça, nous, on n'était pas chargés et tout, ça, je sais pas comment ça se serait terminé, mais... Même si elles partagent ce genre de crainte, les amies ne sont déjà plus vraiment d'accord entre elles. Les tensions s'installent, les nerfs lâchent parfois, et dans ce mélange de colère, de solidarité et d'inconscience, quelque chose va finir par casser. Elles ne le savent pas encore, mais la fin de leur reconversion en braqueuse est proche. Le 4 mai 1990, 1 an et demi après leur premier braquage, le groupe de copines organise un nouveau casse au Crédit Agricole de Saint-Saturnin-les-Avignon. C'est leur 6e et elles commencent à avoir la main. Elles repartent avec 52 000 francs et tout se passe à peu près comme d'habitude. Enfin, à une différence près. Cette fois, le directeur d'agence leur court après dans la rue. Cathy est au volant de leur nouveau bolide, une Renault 5 rouge achetée d'occasion avec l'argent des coups précédents. Elle démarre en catastrophe et fonce dans une rue en sens interdit. Manque
manque de bol, un policier municipal qui faisait une ronde dans le coin la voit et se met en plein milieu de la route devant le capot pour lui barrer le chemin. Derrière les jeunes femmes, le directeur d'agence les poursuit toujours et Cathy panique. Elle fait gronder le moteur pour inciter le policier à se décaler. Il finit par les laisser passer mais a quand même le réflexe de relever la plaque d'immatriculation de cette voiture bien pressée à son goût. Et nous avons pris la direction de la route de Perne. Bon, les deux bonnes femmes, il y en avait une, la passagère était brune, mais elle essayait de se tourner pour voir ce qui se passait dans la voiture. Mais je ne savais pas qu'elle venait de commettre un hold-up. Plus tard, dans la journée, Hélène est au volant de la même Renault 5 rouge. Elle va au supermarché avec sa mère. Comme d'habitude, elle compte bien profiter de l'argent récolté le matin pour se faire plaisir. Le coffre est rempli de courses fraîches. Sur le retour, la mère et la fille remarquent un barrage policier au loin. Mais ça ne les alerte pas. C'est sûrement un accident. En s'approchant, Hélène constate que les policiers n'arrêtent absolument personne, comme s'ils attendaient une voiture en particulier. D'un coup, elle comprend, ce barrage policier, c'est pour elle. Et donc, d'un signe de bras, les gendarmes leur demandent de se garer sur le bas-côté. Ils les accompagnent chez la mère d'Hélène, aident même à monter les courses et interrogent la mère. Puis, ils embarquent Hélène à la gendarmerie. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. J'ai eu peur dans la limite où... Comment vous dire ça? Qu'Hélène ne rentrait pas. Pendant ce temps, une perquisition est en cours chez Hélène. Mais les gendarmes ne trouvent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Ils découvrent des conditions de vie précaires, un appartement modeste, sans confort, pas de placard caché renfermant des bijoux de valeur ou de grosses liasses de billets sous le matelas. En plus, la présence de la mère d'Hélène n'a pas de sens. Une braqueuse en série qui va tranquillement chez Auchan avec sa mère pour faire les courses, ça ne tient pas debout. Alors que les gendarmes étaient à un cheveu de boucler l'enquête, ils font machine arrière. Hélène est relâchée et les investigations sont mises en pause, mais pas totalement stoppées. Le groupe de copines ne le sait pas encore, mais à partir de ce moment précis, la police les surveille constamment. En fait, la théorie des enquêteurs, c'est que ces femmes connaissent et fréquentent les braqueurs. Très vite, la police et la presse surnomment ce mystérieux groupe les Amazones. En fait, les Amazones, c'est une ref aux guerrières redoutables et indépendantes de la mythologie grecque, des femmes qui vivent entre elles, coupées des hommes. Du côté des braqueuses, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'arrestation d'Hélène, la perquisition, tout ça leur rouvre les yeux sur un point. Elles sont loin d'être intouchables. Elles décident donc de tout arrêter. Cathy prend de la distance et part pour Porto Vecchio, en Corse, où elle a trouvé un travail de serveuse dans un bar. Hélène prend un job de vendeuse dans une boulangerie. Carole vend de la tapenade et des olives sur les marchés de la région. Laurence travaille comme femme de ménage. Et Malika rencontre un ex-joueur de rugby australien avec qui elle veut se marier et déménager là-bas, à l'autre bout de la planète. Mais Malika traverse un moment difficile en cette année 1991. En effet, cette dernière est renvoyée de son boulot. Comme d'habitude, quand ça va mal, elle appelle sa sœur Cathy, qui décide qu'il faut agir. 14 mois après leur dernier braquage, Cathy et Laurence complotent une nouvelle attaque, mais cette fois un peu différente. Les deux copines ne se rendent pas dans une banque, mais dans une villa privée à Fontaine, toujours dans la région d'Avignon. Elles cassent une vitre avant de pénétrer dans la maison. Et cette maison n'est pas choisie au hasard. C'est celle de l'ex-patron de Malika. C'est lui qui l'a licenciée et elles veulent la venger. Les deux femmes y restent 2 ou 3 heures, prennent de l'argent, un appareil photo, une arme et un blouson en cuir. Alors, c'est pas aussi fructueux qu'un hold-up à la banque, mais ce coup-là a un doux goût de revanche. Sauf que cette vengeance n'est pas des plus discrètes. Elles sont aperçues par quelques témoins du voisinage qui les décrivent aux gendarmes comme 2 jeunes filles brunes. 2 semaines plus tard, à 6 heures du matin, des policiers toquent à la porte de Laurence. Laurence va devoir s'expliquer sur ce cambriolage. Elle est dans une situation précaire avec un enfant, elle n'est pas mariée, elle vit en concubinage. Donc elle va subir une certaine pression automatiquement dans la mesure de garde à vue. Les policiers veulent absolument trouver l'arme volée ou obtenir des aveux. Ils poussent Laurence à appeler Cathy, en Corse, qui ne sait pas de son côté qu'elle est écoutée par les gendarmes. Le but pour la police, faire dire à Cathy que c'est bien elle qui a cette arme. La tâche se révèle un peu plus compliquée que prévu. Cathy n'est pas décidée à parler et elle encourage Laurence à faire pareil. Elle ne sait pas qu'indirectement, elle va incriminer 2 de ses amis. Elle a dit nie tout. Rappelle-toi quand Hélène s'est fait arrêter pour la banque, elle a tout nié. Ils l'ont relâché, te relâcheront. Et de là, après, les gendarmes m'ont regardé et ils ont dit oh, venez vite, il y a une Amazone ici. Avec ces mots, Cathy vient de confirmer que Laurence est coupable. Mais en parlant de l'arrestation d'Hélène, elle a surtout permis aux policiers de faire le lien entre ce cambriolage et les braquages de banques dans la région. Pour le gang de braqueuses, c'est le début de la fin.
Les policiers jubilent. Après ses aveux, tout va aller très vite. Cathy est arrêtée quelques heures plus tard en Corse, les autres dans la journée, y compris Gilbert, le chauffeur du tout premier braquage. Les 5 femmes sont interrogées en garde à vue, puis placées en détention provisoire, séparées dans plusieurs prisons de la région. Désormais, la machine judiciaire est en marche. Laurence, Cathy et les autres se retrouvent coincés entre les projecteurs médiatiques et les barreaux de la détention provisoire. Elles passeront plusieurs mois en prison à ruminer leurs actes et à se confronter à l'inévitable. L'expérience de la prison va marquer les Amazones à vif. En 1991, elles ont dû quitter leurs enfants, se confronter à la solitude et à l'enfermement. En 1992, elles sont libérées sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès. Ces mois passés en prison, 6 mois pour certaines, jusqu'à 1 an pour d'autres, les ont profondément marquées. L'enquête judiciaire n'est pas encore bouclée, il faut rassembler les témoignages, les preuves. Le procès n'est donc prévu que des années plus tard. Et en fait, c'est aussi et surtout l'occasion pour la juge d'instruction de donner aux 5 femmes une seconde chance, celle de reconstruire une vie dans le droit chemin et de pouvoir en témoigner quand elles seront jugées. Et c'est ce qui va se passer. Chacun fait un peu sa vie de son côté. Certaines se marient, d'autres ont des enfants. Bref, les Amazones tirent un trait sur cette époque de frissons, de fuites et de fric facile. Elles essayent tant bien que mal d'oublier les erreurs du passé, mais la perspective du jugement qui les attend les hante. Le 19 septembre 1996, plus de 7 ans après le premier braquage, c'est le début de leur procès à la cour d'assises du Vaucluse. Les réquisitions, c'est-à-dire les peines demandées par le procureur, sont sévères. 10 ans de prison ferme pour Cathy, considérée comme le cerveau de la bande, de 4 à 8 ans pour les autres. Enfin, faut dire qu'au total, les 5 femmes ont quand même dérobé environ 300 000 francs, ce qui ferait aujourd'hui à peu près 81 000 euros. Mais cette somme, les avocats de la défense vont la tourner à leur avantage. Ils vont avancer que 300 000 francs, divisé par 5, ça fait à peine plus qu'un SMIC annuel de l'époque, étalé sur 2 ans. Ajoutez à ça le fait que les Amazones ont réussi à se reconstruire, qu'elles ont des vies rangées, qu'elles se sont réinsérées dans la société, ça fait pencher la balance de leur côté. Dans le box des accusés, ces mères de famille chamboulent les repères. En fait, elles ressemblent plus à des héroïnes ordinaires qu'à des figures de gang. Parce qu'en fait, assez rapidement, pas mal de gens vont faire le parallèle avec le film Thelma et Louise de Ridley Scott, sorti en 1991. En fait, c'est l'un des premiers qui met en scène des femmes hors la loi, et il va complètement casser les codes de la féminité de l'époque. Dans le film, poussées par la violence d'un homme, 2 femmes basculent dans la délinquance. Pas par folie ni par sadisme, mais par colère, par instinct de survie. Et cet aspect systémique, l'idée qu'en gros, elles commettent des crimes parce qu'elles sont mises de côté par la société, c'est un parallèle qui va complètement être repris dans le procès des Amazones. Hélène, Cathy, Laurence, Malika et Carole apparaissent comme des femmes qui choisissent de riposter face à un environnement dominé par la précarité, la violence et le mépris. Elles refusent de se conformer à ce qu'on attend d'elles, d'être des femmes dociles, dépendantes, maternelles. Elles n'agissent ni par goût du crime, ni pour la recherche de gloire, mais en réponse radicale à une accumulation de tensions sociales, économiques et de frustrations personnelles. Difficile pour elles de se priver au quotidien de petits plaisirs tout simples quand on passe tous les jours devant des grandes maisons avec piscine et jardin. Et bon, qu'on soit d'accord ou pas, ce contexte, en tout cas à l'époque, les jurés le prennent en compte. C'est comme ça que le 21 septembre 1996, la décision est rendue. Les jurés ont pris tout leur temps, mais pour 4 des 5 braqueuses, ça valait la peine d'attendre. La détention provisoire couvre les peines infligées, elles sortent libres du tribunal. La décision des juges est claire. Mieux vaut la réinsertion, déjà bien entamée, que la sanction. Malgré la gravité des accusations, vol à main armée et association de malfaiteurs, elles sont condamnées à seulement 2 ans de prison avec sursis, sauf pour Carole. C'est la seule du groupe à avoir tout nié jusqu'au bout, sans coopérer avec la police. Carole est ainsi condamnée à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, et retourne derrière les barreaux. Toutes les autres ont déjà purgé leur peine pendant la détention provisoire et sont donc libres pour de bon. C'est un soulagement de dingue. Comme le tribunal, l'opinion publique non plus ne les voit pas comme de vrais gangsters. En fait, les gens sont plutôt attendris par ce côté Robin des Bois de leur histoire. Même à leur sortie, on voit qu'avant d'être des criminels, ce sont surtout des femmes et des mères pour certaines. Le verdict est rendu à 3h du matin. À la maison d'arrêt, les gardiens vont accepter de lever l'écrou à 5h du matin, tout de suite. Et la première chose que va faire Hélène, c'est de téléphoner à ses enfants. Mais malgré ce soulagement, depuis la prison, les Amazones se sont éloignées les unes des autres. Plus rien n'est vraiment comme avant.
Laurence, la première à avoir été arrêtée, a parlé. Pas par trahison, dit-elle, mais par nécessité, sous les pressions des gendarmes à son domicile. Enfin, pour les autres, surtout pour Cathy, la leaduse du groupe, ça reste une trahison. Alors, Laurence tente de recoller les morceaux, elle écrit une lettre à Cathy, mais sans réponse. La solidarité qui caractérisait les Amazones a l'air d'avoir éclaté sur les bancs du tribunal. Au final, elles regrettent les années qu'elles ont perdues derrière les barreaux et à attendre le verdict des juges. Mais derrière cette histoire, ces regrets, il y a quand même une question qui reste, qui dérange. Sans cette fameuse lettre de la CAF, est-ce que ces femmes auraient franchi la ligne vers la criminalité? Comment est-ce que la précarité pousse les gens à commettre l'impensable? Comment est-ce qu'on juge et on perçoit ces Robin des Bois modernes qui s'extasient devant des rayons de supermarché? Je ne regardais pas les étiquettes, alors ça c'est génial, parce qu'en temps normal, il faut regarder à un franc de prix, quoi. Moi, je me souviens de tes enfants qui venaient, je veux ça, non, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. L'histoire du gang des Amazones, c'est l'histoire de mères de famille précaires, prises à la gorge par la vie et que le désespoir a poussé à l'illégalité. L'histoire de 5 amis d'enfance qui n'auraient jamais pensé braquer des banques ensemble et qui ont basculé dans un rêve fou d'argent facile, de revanche sociale et de liberté immédiate. L'histoire du gang des Amazones, c'est l'histoire d'un engrenage, d'une chute dans la criminalité, mais c'est aussi l'histoire d'une réinsertion, d'un retour à la vie d'avant, sans revolver et vachement moins de liasses de billets. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est le meilleur moyen de me soutenir avec mon équipe. N'oubliez pas que désormais, je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram. Il y a plein de contenus exclusifs qui sont publiés seulement là-bas. Et si cette vidéo vous a plu, je vous conseille aussi cette vidéo que l'algo de YouTube pense que vous allez aimer sur ma chaîne.